Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 17 mars. Ça y est, c'est parti pour la 19e édition de la Carugette et ce jusqu'à dimanche sur la plage de Viard à Petit-Bourg. Tout le monde est dans les starting blocks. La première course débutera dans 1 heure avec un contre-la-montre de 2 fois 26 km. Cette compétition internationale de jet ski accueille cette année environ 80 pilotes issus de 8 nationalités différentes. Ambiance à quelques heures du départ avec Éric Pommier. L'absent de taille est inévitablement le Guadeloupéen Davy Vatilingon, vainqueur à 2 reprises de cette course offshore IUM. Qu'importe, la Carugette 2016, 19e édition fait le plein. 85 concurrents inscrits répartis en 2 catégories. On est même venu du Sénégal. Spécialité de ce concurrent, il est freerider. C'est un défi lancé. C'est pas du tout ma discipline. Je suis freerider à l'origine. Avec des amis, j'ai dit allez, cette année je me lance pour la Carugette et j'ai loué une machine. C'est un exercice complètement différent. Complètement différent, un entraînement différent, une machine différente, une approche complètement différente aussi. C'est plus des manches de 6 minutes, c'est plusieurs heures en mer. C'est ça qui est bien aussi. Carugette, sans exception, tout le monde vit y mettre sa griffe. La compétition est pourtant musclée, 4 jours de compétition au programme. Un objectif avoué pour tous, décrocher le titre. Tout le monde s'inscrit à la base pour venir être champion du monde. Bon, après, moi, j'aimerais être champion du monde un jour. Mais tout d'abord, m'amuser, ça c'est l'important. Certains avaient même annoncé une retraite anticipée l'an dernier. Cette année, ils sont pourtant là. Et finalement, à l'approche de l'événement, comme tout passionné, ça commence à piquer et puis finalement on se dit pourquoi pas. Et on a eu notre mécano Philippe qui lui prête sa machine, qui lui a dit qu'il lui prêtait sa machine pour courir. Et donc finalement 2 semaines avant on s'est dit allez on le fait pour le fun et on verra comment ça va se passer. Mais bon, même si c'est pour le fun, on se donne quand même les moyens, quoi. Première difficulté des 13h30 pour un premier départ. Des pilotes partiront par vague de 4 pour une course contre le chronomètre. De Viard à Saint-Félix, aller-retour. Dans l'après-midi, une autre course en circuit sur le site de Viard est à l'affiche. Les favoris donneront d'entrée le ton. Et petite info pratique, si vous voulez vous rendre à la Carugette cet après-midi, prenez des délais car le trafic est très perturbé. Des déviations ont été mises en place. C'est également aujourd'hui que se déroule dans toute la Caraïbe l'exercice Carib Wave destiné à se préparer à une submersion marine. Un exercice d'alerte au tsunami. Selon le scénario, un séisme imaginaire s'est produit ce matin au large du Venezuela et va générer une vague entre 1 et 5 mètres de hauteur en Guadeloupe. Un reportage à suivre dans notre édition ce soir à 19h. Un mot de l'actualité nationale avec tout d'abord la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Le gouvernement a décidé de donner un coup de pouce en relevant de 1,2% le point d'indice gelé depuis près de 6 ans. Un premier geste jugé insuffisant par la plupart des syndicats. C'est hier soir que se tenait à Paris le dîner annuel du CREFOM. Présent, le Premier ministre Manuel Valls a promis qu'un projet de loi sur l'égalité réelle économique entre les Outre-mer et l'Hexagone serait présenté en Conseil des ministres et si possible avant l'été. Le Premier ministre a chargé la ministre des Outre-mer Georges Paul-Langevin et la secrétaire d'État sur l'égalité réelle Erika Barreit de préparer un projet de loi sur la base des propositions du rapport de Victorin Lurel. Retour en Guadeloupe et direction la route avec la gendarmerie de Vieux Habitants qui, on le rappelle, a lancé un appel à témoins suite à cet accident mortel survenu hier matin. Le bilan est lourd. 2 personnes sont décédées. Toute personne qui aurait vu la collision, notamment le ou les occupants d'une Clio rouge ou bordeaux qui suivaient le véhicule des 2 jeunes femmes décédées, doit contacter la brigade de Vieux Habitants au 05 90 99 63 60. Un accident en tout cas qui alourdit le bilan de la sécurité routière en Guadeloupe, un bilan déjà en hausse. On fait le point justement avec Jacques Damprobe. Depuis le début de l'année, 15 personnes ont perdu la vie sur les routes de Guadeloupe. C'est 6 de plus que la même période l'an dernier, soit une hausse de plus de 50%. Un chiffre inquiétant, d'autant plus inquiétant que les indicateurs sont également à la hausse pour le nombre d'accidents et de blessés. Malgré les campagnes de sensibilisation, les images choquent et les contrôles routiers, les compteurs s'affolent. Prévention ou répression, rien n'y fait. Mourir sur les routes n'est pas une fatalité, pas plus d'ailleurs que l'irresponsabilité. À l'horizon 2020, l'objectif de la sécurité routière est de descendre sous la barre des 26 tués.
Avec 15 morts avant même la fin du premier trimestre de l'année, autant dire qu'on est loin, très loin du compte. Et dans un communiqué, le préfet de Guadeloupe, Jacques Billon, tire la sonnette d'alarme et appelle chacun à se responsabiliser. Et la préfecture, par ailleurs, qui a été la cible d'un acte de vandalisme aujourd'hui, une plainte a été déposée et une enquête est en cours. Conséquence, il n'y a pas d'accueil du public aujourd'hui pour le service des permis et des cartes grises. Cela fait une semaine que la récolte cannière est bel et bien lancée, tant en Guadeloupe et à Marie-Galante. Alors on le sait, avec près de 150 000 tonnes en moins que l'année précédente, la campagne 2016 ne sera pas exceptionnelle. Et il n'empêche, malgré une météo plutôt capricieuse, les opérations de coupe vont bon train, comme le montre ce reportage réalisé dans le bassin cannier du Nord-Basse-Terre avec Jacques Damprobe. Les hommes et les machines sont à pied d'œuvre. Nous sommes au Lamentin, au lieu-dit Bellevue d'Arras. Cette parcelle de canne, qui fait partie d'un groupement foncier agricole, s'étend sur 14 hectares. Samuel Procter vient d'en faire l'acquisition. Malgré un temps entre soleil et pluie et une modeste estimation de récolte, le planteur n'est pas inquiet. Pour la pluie, non, nous pas tellement inquiétant la pluie qui n'est. Ça, nous plus pas soleil là encore qui l'a pris là. Bon, mais côté site, c'est un peu spécial. C'est grâce à Dieu, il a sorti bien là. Parce que si on petit goutte la pluie tombe, on ne peut pas voter quand côté site. Combien qu'on nous pas côté livré l'année ci pour l'usine Gardel? À peu près 600-700 tonnes. Le fait que tout bité a fait en même moment là, meilleur qui sur, pour moi, c'est à vie à moi. Qu'ici, on prend notre entreprise pour couper canne, pour biter. Ça arrive moins, quand on est là, ça quand même, ça arrive moins de voyer à peu près 30 tonnes d'ici lui, mais c'est un morceau de terre, on a besoin de débarrasser pour moins planter ziyama moins. En tout cas, attendre les meilleures de richesses, mais côté site, sont terres qui a fait en locan, mais pas qu'à fait en gros richesse. Ce sont terres qui entourées avec de l'eau et nappe phréatique est très haut. La coupe de la canne est réalisée par une entreprise de travaux agricoles pour le compte du planteur. Fini la coupe à la main, c'est maintenant l'affaire des machines. Chaque entreprise a un volume de canne à livrer quotidiennement. Elles sont une demi-douzaine à intervenir dans le Nord-Basse-Terre. José Magdelaine gère l'une de ces sociétés. Nous avons tous, tous les entreprises, nous avons une liste de clients, une liste d'agriculteurs qui sont fidélisés depuis quelques années, avec lesquels on travaille chaque année. Et cet agriculteur-là fait partie de ma liste de clients pour l'année 2016. Ça va être le cas certainement pour l'année à venir. Ça a été le cas l'année dernière. Donc ici, c'est ma première parcelle. Après, sur la même zone, j'ai d'autres agriculteurs, d'autres planteurs avec lesquels je travaille depuis quelques années, que je devrais, en sortant d'ici, intervenir sur leur parcelle. Sandra Berchel est technicienne à l'UDECAG, la coopérative du Nord-Basse-Terre. Déclaration de surface, dossier d'aide au transport ou à la replantation et bien sûr la récolte de la canne. Elle accompagne les planteurs de bout en bout. La relation est permanente. Depuis 2 ans, c'est l'UDECAG, les SICA en général qui sont le suivi de la récolte. Donc on reçoit les planteurs en ce qui concerne les clients pour savoir quel est l'opérateur de coupe pour l'année en question. Et donc on fait le suivi sur le terrain et on établit les listes concernant les opérateurs avec la lettre d'engagement des planteurs et par rapport à ces listes. Donc il y a des commissions qui sont faites en amont de la récolte et à partir de ces commissions-là, les éléments sont validés, à savoir le volume de canne à récolter et la répartition par opérateur. Une fois coupée, la canne est acheminée vers le centre de transfert de Béron à Sainte-Rose. Sur place, le tas de canne est pesé. L'opération terminée, les titans prendront alors le relais, direction l'usine Gardel. Le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe, le CIMEG, accueille aujourd'hui la visite de la Compagnie nationale du Rhône. Le but, un éventuel partenariat entre les deux structures. Le CIMEG souhaite en effet passer d'ici peu à 50% d'électricité renouvelable. Les précisions de Karine Gielman. Atteindre 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020, c'est l'objectif du CIMEG, le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe.
À l'occasion de la visite d'Elisabeth Hérault, la présidente de la Compagnie nationale du Rhône, le premier producteur 100% renouvelable en France, un atelier de travail a été organisé avec les différents acteurs du secteur. C'est la Compagnie nationale du Rhône, qui est quand même un organisme, une société anonyme qui fait du renouvelable. Ils ont aujourd'hui plus de 470 MW d'énergie renouvelable au niveau national. Donc nous, ici, qui sommes très impliqués dans le renouvelable, ça nous intéresse effectivement de les rencontrer, de voir les bonnes pratiques qu'ils ont. Et si on peut éventuellement, comme on dirait chez nous, tenter plus, ça se ferait en fin de journée. Nous allons passer notre journée à travailler et regarder effectivement en quoi la particularité de la CNR peut apporter quelque chose au CIMEG. La CNR est une entreprise à capital semi-public et semi-privé. Donc déjà, c'est une entreprise très particulière et je pense que le CIMEG, nous ressemblons. Voilà, nous sommes très ancrés dans les territoires. Nous avons beaucoup de collectivités, nous avons 183 collectivités au capital de la CNR et donc c'est naturel qu'on rencontre le CIMEG. Un partenariat qui, s'il voit le jour, devrait accompagner la Guadeloupe vers l'autonomie énergétique d'ici 2050. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. À Porto Rico, nous évoquerons cette menace de crise humanitaire, une conséquence directe de la crise économique qui touche actuellement le pays. Mais tout de suite, nous prenons la direction du Brésil avec un nouveau poste pour l'ancien président Lula. Voici la Minute Caraïbe. L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a été nommé chef de cabinet de la présidente Dilma Rousseff ce mercredi 16 mars. Lula, qui fut président du Brésil lors du boom socio-économique entre 2003 et 2010, assumera le poste de ministre d'État, chef de la maison civile. Une sorte de super premier ministre en charge de la coordination de l'action du gouvernement, en remplacement de Jacques Wagner. Sa participation au gouvernement devrait ainsi permettre à l'ancien président d'échapper un temps aux poursuites judiciaires en cours, instruites par le juge Moro, chargé du dossier Petrobras. Les procureurs de Sao Paulo avaient réclamé à la justice jeudi 10 mars la mise en détention préventive de l'ancien homme fort du Brésil. Lula, malgré son entrée au gouvernement, reste cependant justiciable devant la Cour suprême brésilienne. L'offre de Mme Rousseff était perçue par une partie des Brésiliens comme une tentative de fuite, si ce n'est un aveu de culpabilité. Sur Internet, les ennemis de Lula n'ont pas manqué de rappeler une phrase attribuée à l'ex-président en 1888. « Quand un pauvre vole, il va en prison. Quand un riche vole, il devient ministre. » À cause de la crise économique qui touche gravement le pays, 60 000 personnes ont déjà quitté Porto Rico pour les États-Unis. Chaque jour, parmi eux, il y a au moins un médecin. La menace de crise humanitaire se fait pressante. À cause de la crise économique, la couverture sociale est drastiquement diminuée. Face à la chute de leur pouvoir d'achat, les médecins, infirmiers et autres cadres de santé ont décidé d'aller chercher aux États-Unis d'autres sources de revenus sans même pouvoir vendre leur officine avant leur départ. Tous les repreneurs potentiels prévoyant également de quitter le pays. 5 ans après avoir lancé une campagne pour changer le nom du territoire Caraïbe en territoire Kalinago, les populations autochtones de la Dominique ont enfin obtenu gain de cause. Le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, affirme qu'il s'agit avant tout de réparer un tort historique. Le nom Caraïbe remonte à Christophe Colomb et est perçu comme péjoratif car connoté cannibalisme. Changer de nom devenait donc vital pour les premiers habitants de la Caraïbe qui se sentaient diminués à être appelés par un nom qui n'était pas le leur et qui ne décrivait pas leurs coutumes. Aujourd'hui, en redevenant Kalinago, les Indiens indigènes retrouvent leur fierté. Le chef Caraïbe devient le chef Kalinago qui exerce sur le territoire du même nom. En 1903, après des siècles de conflits, les Indiens Kalinago ont obtenu une portion de terre d'environ 1497 hectares sur la côte nord-est de l'île où ils se sont établis avec à leur tête leur propre chef. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3500 à vivre encore sur ce territoire et exercent les métiers de fermiers ou pêcheurs. D'autres sont restaurateurs, hôteliers, boutiquiers. D'autres encore se consacrent à l'art et à l'artisanat.
Retour en Guadeloupe, on va parler de santé et plus précisément de santé mentale puisque la 27e édition d'information sur la santé mentale s'est ouverte lundi. Le thème cette année, le lien vital entre la santé mentale et la santé physique. Hier après-midi justement au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre, une conférence débat avait lieu sur la mobilisation corporelle. Muriel Barline nous en dit plus. À l'unité de réhabilitation psychosociale, l'UREPS, on préfère parler de mobilisation corporelle plutôt que de sport. Voilà 15 ans que la structure propose des activités physiques aux patients hospitalisés en psychiatrie. Depuis 5 ans, ces activités visent surtout à permettre l'intégration sociale des patients. Alors, une séance de mobilisation corporelle, elle est très gaie. Elle se fait sous fond musical dans une grande salle où les patients arrivent le matin. Elle dure à peu près 1h30. Et nous mettons de la musique à 2 temps ou 4 temps et nous dynamisons ce moment-là. Il y a de la boisson, il y a des consignes, il y a des encouragements, mais tout cela se fait dans une atmosphère donc conviviale mais quand même cadrée. Il ne s'agit pas pour les patients d'être performants, mais d'être bien dans leur corps. Leur traitement des psychotropes, mais aussi leur pathologie, ont tendance à ralentir leur élan vital. Ils posent aussi un problème de schéma corporel. Le bienfait premier que nous visons, c'est faire en sorte que le patient soit bien dans son corps pour qu'il soit bien intégré socialement. Ça veut dire que les lourdeurs qui sont dues au fait qu'ils prennent des médicaments psychotropes vont disparaître. En tout cas, les effets seront baissés. Et comme ça, le patient pourra s'intégrer facilement dans sa marche, dans son allure, dans son attitude, voire dans sa posture, dans la vie sociale. Donc c'est ce que nous recherchons. Ces séances de mobilisation corporelle ont lieu 1 fois par semaine. Elles donnent l'occasion aux patients de quitter le service psychiatrie pendant quelques minutes. 2 à 9 personnes sont ainsi prises en charge. On va parler de culture maintenant avec cette exposition à découvrir en ce moment au Memorial Act. Elle est intitulée « Zoo humain, l'invention du sauvage ». Il s'agit en fait d'une version itinérante de l'exposition visible au musée du Quai Branly. Visite en compagnie d'Anne-Elisabeth Artsen. Entre 1810 et 1945, plus d'1 milliard de personnes assisteront aux exhibitions humaines d'environ 35 000 figurants dans le monde entier. Après le Quai Branly, l'exposition est désormais visible chez nous. On montre comment ces personnes sont mises en scène pour les montrer sauvages, pour les montrer exotiques, pour les montrer inférieurs, donc sans civilisation. À travers la vingtaine de panneaux que nous présentons, et ce que l'on apprend, c'est que en fait, ces personnes sont des professionnels. Sont payés, les villages il y a des décorateurs qui mettent en scène cette sauvagerie présumée. Les indigènes sont payés pour qu'ils acceptent de venir, il faut les payer. Donc tout ça c'est une grande supercherie, mais qui va, bon an mal an, sur 150 ans, rassembler environ 1 milliard de personnes. Jacques Martial, président du Memorial Act, avait particulièrement à cœur d'accueillir cette exposition. Oui, il s'agit vraiment d'une exposition extrêmement importante dont on est très fier, dont je suis très fier personnellement, mais je crois toutes les équipes. Nous sommes très très fiers de pouvoir l'accueillir et la présenter au public guadeloupéen après qu'elle ait été vue par près de 50 000 personnes au musée du Quai Branly à Paris. Voilà, c'est le travail que nous essayons de faire ici également au Memorial Act. Ce jeudi, l'historien Pascal Blanchard animera une conférence débat avec des échanges croisés de Chantal Loyal et Bruno Pédurand autour des questionnements et les mutations liées à l'image de l'homme. Cette exposition est visible au Memorial Act jusqu'à la fin de la semaine, mais pourrait bien être prolongée au vu de son succès. Allez, comme chaque jour dans cette édition, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. À Morne-à-l'Eau, des travaux sont effectués sur le réseau depuis ce matin. 7 heures sont concernées les zones de Brion, Chazot, Croustère, Dubisquier, Jabrin, Lapalin, Saint-Cyr ou encore Salette. Retour à la normale prévu aujourd'hui en début d'après-midi. Et puis à Gosier-Grand-Fond, des travaux de raccordement ont lieu depuis ce matin dans les zones de Grande Ravine et Tombeau. Là aussi, tout devrait rentrer dans l'ordre dans les prochaines heures.
Le temps qu'il fera cet après-midi dans notre département, les éclaircies, comme vous le voyez, seront bien présentes, mais elles seront tout de même accompagnées de brèves averses, notamment dans la région de Sainte-Rose-des-Haies. Les températures afficheront cet après-midi entre 26 et 28 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique Minute Sport suivie du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.